Bonjour à tous. Je vais maintenant vous présenter les règles pour 2020. Je vais vous présenter un petit diaporama et vous aurez donc l'occasion de poser éventuellement des questions auxquelles je répondrai après la pause, comme l'a dit Johan. Voilà. Nous allons commencer. Voilà ce diaporama. C'est une information sur les nouvelles règles de la FIBA qui sont valides à partir d'aujourd'hui et pour les matchs de préparation. Donc, vous devez les appliquer dès à présent. Au sommaire, nous avons 4 règles qui sont relativement importantes et qu'il vous faut absolument bien maîtriser. Tout d'abord, le début de l'action de tir qui a été mieux défini concernant les joueurs qui font des tirs en course et de façon différenciée les joueurs qui engagent un jump shoot en général. Bon, alors là, j'ai un... Voilà. Nous parlerons du cylindre du porteur du ballon qui a été défini et différencié de celui du défenseur pour qu'on lui donne davantage de droits et qu'il soit davantage protégé et éviter des situations difficiles, conflictuelles que l'on a de plus en plus. La faute antisportive C4, c'est la faute antisportive anciennement sur contre-attaque par un défenseur qui commettait une faute par derrière ou sur le côté, qui a été complètement redéfinie pour qu'elle puisse s'appliquer davantage dans son esprit initial. La double faute, qui posait beaucoup de problèmes d'application, puisque on prenait en compte le type de sanction et les lancers francs ou pas qui devaient suivre pour l'appliquer. Tout ça, ça a été supprimé et on verra comment est la règle aujourd'hui. Ensuite, après ces 4 premiers points sur lesquels on va s'attarder, on ira un petit peu plus vite sur 5 autres points, qui sont les tâches du chronométreur qui ont été accrues, mais Carole Delaunay vous en parlera davantage dans sa séance. Les blessures ou l'assistance portée aux joueurs, la faute technique attaquant et la régulation du chronomètre des tirs, les temps morts et remplacements sur lancer franc, qu'est-ce qui est autorisé ou pas, et enfin le chronomètre des tirs et son réglage sur les remises en jeu, notamment en zone avant. Voilà, alors on rentre dans le vif du sujet et on attaque l'action de tir. Nous allons parler du début de l'action de tir, pour laquelle nous allons avoir 2 notions différentes avec 2 prises en compte et des repères différents pour 3 types de tirs. La première notion, c'est le tir à l'arrêt de type jump shoot, donc un joueur qui pose les appuis au sol ou qui a déjà les appuis au sol et qui va engager un mouvement de tir à partir d'une position arrêtée. Nous avons le tir en mouvement avec 2 types de tirs, le tir en mouvement, le tir en course en fin de dribble et le tir en mouvement après une réception de passe en cours sur une situation, le joueur va recevoir la passe et enchaîner sur un tir. Donc, à quel moment va commencer l'action de tir pour les arbitres? Concernant le tir à l'arrêt, le jump shoot, c'est le mouvement du ballon vers le haut qui va définir le début de l'action de tir. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le joueur est en position de tir, qu'il regarde l'anneau, que l'action de tir qui peut être jugée en action de tir, mais uniquement s'il a déjà commencé son mouvement de montée du ballon qui précède le tir, qui va précéder le lâcher du tir. Donc, ce repère, c'est le début du mouvement du ballon vers le haut. Concernant le tir en mouvement, en fin de dribble ou en attrapé en course, la règle est différente. Là, il s'agit de débuter l'action de tir à partir du moment où le ballon repose dans les mains. Vous voyez ici, le ballon est tenu dans les mains de la joueuse qui s'engage au panier. L'action de tir a commencé. Ici, le joueur s'apprête à attraper le ballon. A-t-il reçu le ballon dans les mains ou pas? C'est ce qui va définir s'il y a action de tir ou non. Voyons quelques exemples. Sur jump shoot, nous avons ici Tony Parker qui a le ballon en main et qui regarde l'anneau. Visiblement, il est décidé à tirer. Si une faute a lieu
exactement à ce moment-là, avant que le joueur ne monte le ballon, il ne peut pas y avoir action de tir. Donc, quand l'arbitre va siffler, il n'y aura pas de lancer franc, à moins qu'on soit dans la pénalité de faute d'équipe. Par contre, s'il engage un mouvement du ballon vers le haut, principalement avec les bras, ça pourrait être avec une montée de l'ensemble du corps, dans ce cas-là, si la faute a lieu après le début de ce mouvement vers le haut, le joueur est considéré en action de tir et vous devez donner 2 lancers francs si la faute a lieu à partir de ce moment. Deuxième situation, Nicolas Batum s'engage au panier. Il pose la main sous le ballon et ramasse le ballon. À partir du moment où un joueur qui dribble met la main sous le ballon, il ne peut plus continuer à dribbler, sinon il y aurait une reprise de dribble. Donc, à partir du moment où le joueur arrête son ballon et qu'il continue son action vers le tir, il est considéré en action de tir. Donc, ce qui compte, c'est le moment où le ballon va reposer dans la ou les mains du joueur. Ici, c'est un joueur qui attrape le ballon d'une seule main, ça suffit pour définir que l'action de tir commence. La situation peut paraître quasiment identique, mais Tony Parker, en s'engageant vers le panier, n'est pas encore en action de tir. Pourquoi? Parce que sa main est toujours au-dessus du ballon et que s'il décide de continuer son dribble, c'est encore possible. Donc, on ne sait pas encore si le dribble est terminé et si l'action de tir est commencée. Donc, pas d'action de tir possible puisque le ballon ne repose pas dans la main du joueur et peut continuer à être dribblé. La quatrième situation, il s'agit d'un joueur rouge qui s'engage délibérément vers le panier, à qui on fait une passe et qui va enchaîner sur une action de tir. Dans cette situation, le joueur n'a pas le ballon tenu dans les mains. On a une main qui est ici et l'autre qui s'apprête à attraper le ballon ici. Comme le ballon ne repose pas dans les mains et que, à ce moment, le joueur blanc ici l'attrape au niveau du bras, la faute est commise avant que le joueur attrape le ballon. En conséquence, le joueur ne peut pas être considéré comme en action de tir et s'il y a des lancers francs, s'il y a une faute, il n'y aura pas de lancer franc à moins d'être dans la pénalité de faute d'équipe. On l'a déjà vu précédemment. Parlons maintenant de la fin de l'action de tir. La première partie, c'est un petit rappel. La fin de l'action de tir pour un joueur au sol, c'est quand le ballon quitte les mains du tireur. Pour autant, quand un joueur est en l'air, il y a 2 conditions. Il faut déjà que le ballon ait quitté les mains du tireur, c'est ce qu'on voit ici, et que les 2 pieds soient retournés au sol après avoir lâché le ballon. Dans la situation présente, si une faute a lieu à ce moment précis, le joueur n'a pas les pieds au sol, il est en action de tir, même si le ballon a quitté ses mains. Quand le joueur aura reposé les 2 pieds au sol, la faute du joueur bleu, si elle intervient à ce moment, sera considérée comme après le tir. Et donc, pas de lancer franc pour l'action de tir. La FIBA a bien précisé les choses maintenant concernant l'annulation des actions de tir. Un joueur peut très bien commencer une action de tir, être victime d'une faute, et pour autant ne pas être considéré en action de tir dès lors que il fait une passe après la faute. Le joueur blanc, ici, a pénétré en dribble, il a été victime d'une faute précédemment, et au dernier moment, alors que l'arbitre a déjà sifflé, il fait une passe à un partenaire dans le corner. À partir du moment où il fait une passe et ne continue pas son action de tir de façon continue jusqu'au bout, eh bien, il ne peut plus être considéré en action de tir et les lancers francs sont supprimés. De la même façon, si un joueur commence un nouveau mouvement après avoir été victime d'une faute, il n'y a pas de mouvement continu vers le panier, le tir ne peut pas être considéré et la faute ne peut pas être considérée comme action de tir. En conséquence, pas de lancer franc, à moins d'être dans la pénalité des fautes d'équipe. Parlons maintenant du sujet suivant, qui concerne le cylindre du porteur du ballon. On a bien noté du cylindre du porteur du ballon. Effectivement,
Auparavant, on parlait du cylindre des joueurs, mais maintenant, on différencie bien le cylindre du défenseur et du non-porteur, c'est la même chose, la même règle, et le cylindre du porteur du ballon. Voyons les nouveautés. Le cylindre de l'attaquant porteur du ballon inclut désormais les genoux et les bras fléchis qui tiennent le ballon. Voilà un exemple ici d'un joueur qui a les appuis normalement écartés et les coudes en dehors de ses appuis. Précédemment, ces coudes auraient été considérés comme en dehors de son cylindre. Aujourd'hui, la FIBA estime que tout ce qui permet au joueur, à l'endroit où il a pris ses appuis, incluant ses coudes et ses genoux, tout ce qui lui permet de faire une action normale de basket doit pouvoir être réalisé dans ce cylindre. Donc, toute cette zone lui appartient. Si un contact a lieu sur le coude, ici, bien que ce soit au-delà des appuis du joueur, c'est considéré comme étant dans le cylindre de l'attaquant. Et le défenseur ne peut plus désormais rentrer dans le cylindre de l'attaquant. S'il y a un contact, il sera responsable. Voyons tout ça. Nous avons ici un attaquant blanc avec son cylindre qui prend en compte ses deux appuis au sol et la verticale au-dessus de ses appuis. Dans cet espace, qui peut inclure un petit peu derrière le coude du joueur, le joueur attaquant est censé pouvoir faire n'importe quelle action de jeu normale dans son cylindre sans qu'il y ait de contact. Cela signifie que le joueur défenseur bleu, Evan Fournier, qui semble en position légale de défense, verticale dans son propre cylindre, avec les appuis au sol, et il est engagé dans le cylindre de l'attaquant. Et ça, dorénavant, ça devient interdit si un contact se crée alors que l'attaquant fait une action normale de basket. Prenons un exemple. Cet attaquant blanc veut s'engager vers le panier. S'il s'avance vers le défenseur et le percute sur le torse en voulant commencer son dribble ou au niveau du genou en voulant commencer son dribble, le défenseur sera sanctionné car le défenseur est dans le cylindre de l'attaquant. Donc, le défenseur ne pouvant pas entrer dans ce cylindre, il sera déclaré fautif et une faute lui sera sifflée. De la même façon, si le joueur monte son bras pour tirer dans son propre cylindre et touche le bras du défenseur qui est rentré dans son cylindre, le défenseur sera responsable du contact et devra être sanctionné d'une faute personnelle. J'espère que les choses sont clairement exprimées, puisque ce sont des situations de surpression que l'on voit de plus en plus dans le basket et qui vont devoir être sanctionnées. Bien entendu, on ne sanctionne que les contacts. Ça n'est pas parce que l'attaquant fera un mouvement vers l'avant, c'est-à-dire qu'il provoquera le contact, qu'il sera responsable. Si le défenseur est dans le cylindre de l'attaquant, je le répète, ça sera une faute défenseur. Voyons maintenant une deuxième situation avec Geoffrey Lauvergne, qui est encadré par un joueur défenseur bleu qui a mis ses appuis au-dessus de sa jambe avant. Cette situation est illégale. L'attaquant doit pouvoir faire une action normale dans son propre cylindre. Il en est empêché par le défenseur qui ne respecte pas le cylindre de l'attaquant. Défense illégale, faute à sanctionner immédiatement au joueur bleu. Le cylindre du défenseur ou du non-porteur reste identique. Les bras ne peuvent pas être placés plus loin que les appuis au sol ou que les genoux. Pas le droit de rentrer, c'est la nouveauté dans le cylindre du porteur du ballon en cas de contact, c'est une faute. Et le rappel, le défenseur doit permettre à l'attaquant de réaliser une action normale de basketball dans son propre cylindre. Dans cette situation, le défenseur respecte le cylindre de l'attaquant, il reste dans son propre cylindre et la défense est légale. Si l'attaquant vient percuter le défenseur dans son propre cylindre, dans le cylindre du défenseur, ça sera de la responsabilité de l'attaquant puisque la défense est légale.
Voyons cette autre situation. Nous avons le joueur rouge d'Ibost qui est en position de défense et qui semble s'appuyer sur l'attaquant. Analysons de plus près la situation. Le joueur rouge est un joueur défenseur. Son cylindre, c'est les deux pieds, la verticale de ses deux pieds au sol. En l'occurrence, ici, le joueur rouge avance son torse en dehors de son cylindre et en sortant de son cylindre, il peut se rendre fautif. Donc, il est fautif dans la mesure où il sort de son cylindre et touche l'attaquant. De plus, ce joueur ne respecte pas le cylindre de l'attaquant. Il est entré dans le cylindre de l'attaquant et donc, pour cette raison, dans la mesure où il y a un contact dans le cylindre de l'attaquant, il est responsable du contact pour une seconde raison. La défense est donc illégale. Le joueur rouge doit être sanctionné puisque l'attaquant ne peut pas s'engager par exemple vers l'avant dans son propre cylindre ou tirer en s'approchant du défenseur puisque s'il lève les bras, ses bras vont être bloqués par le torse du défenseur et il sera mis en échec sur le tir de façon illégale. Bruno, une petite remarque dans le chat. Il y a un collègue arbitre qui dit on va siffler beaucoup plus de fautes, etc. Alors tu peux peut-être dire, enfin, on va pas siffler beaucoup plus. Je crois qu'on peut faire surtout de la prévention beaucoup plus en disant recule-toi, écartez-vous, laissez l'espace, restez dans votre cylindre. Beaucoup plus de prévention, mais on va pas siffler beaucoup plus, je l'espère. Exactement. Il y a beaucoup. Actuellement, si on sifflait la même chose et que les joueurs ne s'adaptaient pas, on aurait effectivement beaucoup plus de fautes à siffler. Votre rôle, ça va être aussi de parler avec les coachs que nous, on va prévenir par l'intermédiaire de notre réseau de formateurs d'entraîneurs, mais on va prévenir les entraîneurs que ce type de défense est désormais sanctionnable et charge à vous, dans la mesure du possible, quand vous voyez un joueur qui est en train de rentrer dans les appuis de l'attaquant, lui dire de respecter le cylindre de l'attaquant et essayer de faire en sorte de ne pas sanctionner avant que ce soit sanctionnable et qu'il y ait vraiment un contact qui empêche l'attaquant de faire une action normale de basket dans son espace. Donc, prenez peut-être un petit moment avec les coachs avant le début du match pour leur demander s'ils sont bien au courant de la règle et de leur dire que les surpressions à l'intérieur du cylindre de l'adversaire sont dorénavant interdites. Parlons maintenant du principe de respect mutuel des cylindres. Nous avons vu que le défenseur ne peut pas envahir le cylindre de l'attaquant. Mais c'est la même chose pour l'attaquant. L'attaquant, si on doit respecter son cylindre, il doit aussi respecter le cylindre du défenseur. Par conséquent, l'attaquant ne peut pas étendre les bras, les coudes, les pieds ou les genoux au-delà de son cylindre et rentrer dans celui de l'adversaire. C'est-à-dire que si le défenseur est en position légale, il n'y a aucune raison pour que l'attaquant vienne y mettre le coude, les pieds ou autre chose. Voyons quelques situations. Dans cette première image, nous voyons un défenseur qui semble à peu près vertical dans son espace, mais qui est en fait penché vers l'avant et surtout qui chevauche les appuis de l'attaquant, puisque cet appui-là, c'est l'appui de l'attaquant. Le défenseur est en situation illégale. Soit, comme on vient de le dire précédemment, vous arrivez à le faire reculer en le prévenant, ou si l'attaquant se rapproche de lui et qu'un contact se produit, comme ici, malheureusement au visage du défenseur, le défenseur doit être sanctionné. Alors, on va essayer d'expliquer un petit peu mieux les choses. Le défenseur n'est pas en position légale car il est dans le cylindre de l'attaquant. Si l'attaquant s'avance, le défenseur doit reculer. S'il ne recule pas et que l'attaquant ne peut pas faire un mouvement légal, une action normale dans son cylindre, le défenseur est responsable. Quand bien même il y a un contact sur le visage de l'adversaire. Pour autant, nous parlons d'une action normale de basketball. Et une action normale de basketball, c'est une passe, un tir, un dribble ou pivoter dans son propre cylindre. Si le joueur blanc ici effectue une passe normale et touche le visage de l'adversaire, faute défenseur. Mais s'il veut intimider l'adversaire
et qu'il veut se créer de l'espace et qu'il donne volontairement un coup en dégageant les coudes dans le défenseur, dans ce cas-là, ça n'est plus une action normale de basket, c'est une agression de l'adversaire et ça doit être sanctionné d'une faute antisportive. Donc, la position normale, c'est une défense illégale du défenseur et une faute à lui siffler au cas où il y a un contact sur une action normale de basket. Voyons la situation inverse. Nous avons ici un joueur attaquant et un joueur défenseur, chacun dans leur cylindre. Le défenseur n'est pas dans l'espace de l'attaquant, il ne chevauche pas les appuis de l'adversaire, il ne provoque pas de contact avec l'attaquant. Il est donc en position légale de défense. L'attaquant ici veut faire une action normale de basket, mais pas dans son propre cylindre. Il s'avance vers le défenseur, entre dans le cylindre du défenseur et le percute au visage. C'est un contact illégal provoqué par l'attaquant dans le cylindre du défenseur. En conséquence, l'attaquant doit être sanctionné d'une faute offensive, à moins que ce soit fait volontairement, et auquel cas on pourrait lui siffler une faute antisportive. Mais si l'action est une action normale de basket, on va siffler faute offensive et redonner le ballon à la défense. Ce type de situation peut se produire également en dehors de situations avec les coudes. Vous avez régulièrement, je n'ai pas une image à vous montrer, mais des situations de tireurs qui maintenant tirent en suspension à 3 points et quand ils voient un défenseur se rapprocher, ils étendent la jambe dans le cylindre du défenseur pour se faire accrocher et bénéficier d'une faute. Ça sera une faute offensive à siffler. Parlons maintenant de la quatrième règle majeure qu'il vous faut bien maîtriser avant d'aller sur les terrains. C'est un changement qui concerne la faute antisportive C4. Le C4, vous vous rappelez, on a des C1, C2, C3, C4, C5 qui correspondent à des fautes sans jouer le ballon, à des fautes de rudesse excessive, à des fautes sur le dernier défenseur, et le C4 a une faute sur un joueur qui précédemment, c'était une faute de défenseur sur un joueur qui s'engageait vers le panier et une faute qui était commise par derrière ou sur le côté. Étudions les changements. Aujourd'hui, la notion la plus importante à comprendre, c'est que nous n'allons plus parler d'une faute de défenseur, ni d'une faute d'attaquant, ni de contrôle du ballon. Quelle que soit la situation, si les critères sont réunis, la faute pourra être sifflée antisportive. Pour quelle raison? Eh bien, par le passé, une faute d'un joueur qui interceptait sur un joueur qui interceptait et partait en contre-attaque, si elle était commise sur le côté par un défenseur, cette faute était une faute antisportive C4 s'il n'y avait plus de joueurs sur le chemin du panier. Mais aujourd'hui, nous allons réparer une difficulté qui se posait précédemment, puisque comme on parlait d'une faute sur un défenseur, si ce joueur rouge interceptait mais n'avait pas encore pris le contrôle du ballon, c'était toujours lui qui était considéré comme défenseur tant qu'il n'avait pas pris le contrôle du ballon. Donc, la faute qui était commise par le joueur vert, c'est une faute d'attaque, et donc la faute antisportive n'était pas possible réglementairement. La FIBA veut respecter l'esprit de la règle, et donc elle a changé la formulation de la règle qui est écrite de la façon suivante. Ça concerne désormais une faute sur un joueur qui progresse vers le panier adverse, quelle que soit sa position d'attaquant ou de défenseur. Ça concerne un contact par derrière ou sur le côté, et ça concerne un joueur qui a ou qui tente d'attraper le ballon alors qu'il n'y a plus d'adversaire entre le joueur qui progresse, le ballon et le panier. Donc personne dans cette zone ou cette zone. Voyons
un petit graphique un petit peu plus précis. Nous avons une remise en jeu de l'extérieur du terrain. Le joueur vert va effectuer une passe à son partenaire. Le défenseur anticipe la passe et touche le ballon et intercepte. Il ne prend pas le contrôle du ballon. Il poursuit le ballon et le joueur vert qui était censé recevoir la balle poursuit lui aussi le ballon, mais en poursuivant le ballon, commet un contact sur le joueur rouge qui progresse vers son propre panier. Il n'y a pas de joueur entre le joueur rouge et le ballon. Il n'y a pas non plus de joueur entre d'adversaire entre le joueur rouge et le panier. Il n'y a pas non plus d'adversaire entre le ballon et le panier. En conséquence, la faute doit être sifflée antisportive, que le joueur joue ou non le ballon. Et ça sera donc une faute antisportive du critère 4 sur un joueur qui progresse vers le panier adverse, commise sur le côté ou par derrière. Dans quel cas n'aurait-on pas de faute antisportive? Eh bien, si un partenaire du joueur vert s'aperçoit qu'il va y avoir une interception et se précipite pour essayer de récupérer le ballon et se trouve entre le joueur qui progresse et le ballon, il ne pourra pas y avoir de faute antisportive. En tout cas, pas ce type de faute antisportive. De la même façon, si ce joueur anticipe l'interception et vient protéger son panier et se met sur le chemin du ballon au panier, ça sera une faute normale, pas de faute antisportive. Enfin, si ce joueur est placé entre le joueur qui progresse et le panier, ça suffit pour que la faute soit sifflée normale et ne soit pas antisportive. La synthèse. Une faute sur un joueur qui progresse vers le panier adverse. Un contact par derrière ou sur le côté. Il n'y a plus d'adversaire dans le triangle joueur qui progresse, ballon, panier. Dans ce cas, faute antisportive C4. Parlons maintenant de la double faute. La double faute posait des problèmes depuis les derniers changements de règles. On demandait aux arbitres de siffler les doubles fautes uniquement si les sanctions étaient égales et identiques. Malheureusement, il y avait un certain nombre de cas pour lesquels les fautes ne pouvaient pas être identiques. Quand une faute était une faute sur tir, quand on avait une faute offensive, quand une faute avait été commise dans la pénalité avec faute d'équipe alors que l'autre équipe n'était pas dans la pénalité. C'était une situation complexe à gérer pour les arbitres parce qu'avant d'indiquer double faute, il fallait qu'ils s'assurent de savoir le nombre de fautes d'équipe de chaque équipe et de savoir si le ballon était en l'air, de savoir si c'était une faute offensive ou non. Et pour résoudre ces difficultés à siffler une double faute de façon immédiate, la FIBA a modifié la règle pour qu'elle revienne davantage dans l'esprit du jeu et l'esprit dans lequel elle avait été créée. Voyons ça en détail. Première chose, il y a, et ça vous devez vous en souvenir, un abandon de la notion de nécessité de sanctions égales. C'est-à-dire qu'on ne prend plus en compte le nombre de lancers francs censés être tirés par chaque équipe en fonction des fautes des deux joueurs. C'est donc toujours deux fautes avec contact, la faute technique est exclue, de deux adversaires l'un sur l'autre, à peu près simultanément, avec, et c'est la nouveauté, deux fautes de même catégorie. À savoir, la catégorie 1, ce sont deux fautes personnelles qui peuvent être
offensive et faute sur tir, l'une avec lancer franc, l'autre sans lancer franc, avec pénalité de faute d'équipe ou pas. Mais si les deux fautes sont personnelles, dans ce cas, on siffle une faute, une double faute, et la sanction sera d'inscrire une faute normale P pour chacun des deux joueurs et de redonner le ballon à l'équipe qui avait le ballon ou qui était censée l'avoir, à savoir si l'équipe blanche contrôle le ballon au moment de la faute. Dans ce cas, une faute rouge, une faute blanche enregistrée et on redonne le ballon à l'équipe blanche. Je rappelle que sur une double faute, si le ballon est contrôlé par un joueur, il ne peut pas y avoir de panier accordé. Donc on redonnera tout le temps le ballon à l'équipe attaquante si l'équipe est en contrôle du ballon. Si le ballon est en l'air, dans ce cas, la double faute va compter et si le panier rentre, le panier sera accordé, remise en jeu pour l'équipe adverse, puisqu'elle est censée avoir le ballon. Et si le ballon est en l'air et que le panier est raté, il y aura une situation de possession alternée, puisque personne n'aura le contrôle du ballon ou ne sera censé avoir le ballon. La deuxième catégorie, j'ai fait une petite erreur en mettant catégorie 1, c'est une combinaison de fautes antisportives et ou disqualifiantes. Peu importe si l'une est antisportive, l'autre disqualifiante, ou les deux antisportives ou les deux disqualifiantes, si elles sont toutes les deux de la même catégorie, dans ce cas, on peut siffler une faute antisportive, ne pas enregistrer bien sûr ces fautes sur la feuille de marque par un U ou par un D, et redonner le ballon à l'équipe qui l'avait, comme on en a parlé précédemment. Attention, le seul cas, à part bien sûr les fautes techniques qui ne sont pas des fautes de contact, où on ne pourra pas siffler une double faute, c'est quand on aura une faute personnelle plus une faute antisportive ou disqualifiante, puisque ces fautes ne sont pas de la même catégorie. Voyons maintenant une image. Sur cette image, les deux joueurs sont en train de se provoquer, se bousculer. Si ce sont deux fautes personnelles, ça peut être une double faute. Si ce sont deux fautes antisportives, ce qui semble être le cas, ça va être une double faute également. Si on a une antisportive et une disqualifiante, ce sera une double faute. Sur cette autre situation, nous avons une première faute qui est commise par un joueur blanc qui était rentré dans l'espace du joueur bleu. Il est sanctionné d'une faute normale. Puis, le joueur bleu se fait justice et donne un coup violent au visage de l'adversaire, un coup de coude, sans faire une action normale de basket. Nous avons donc une faute simple du joueur blanc qui va être réparée par soit une remise en jeu sur le côté ou de lancer franc, puis une faute antisportive qui devra être réparée de 2 lancers francs plus possession. Si la première faute personnelle était une faute avec remise en jeu, la remise en jeu n'aura pas lieu et on ne donnera que les lancers francs et la possession de la faute antisportive. Bruno, est-ce que je peux me permettre de siffler 3 minutes pour les derniers Ouais. changements mineurs? Ouais, on va essayer d'aller vite. Merci. Donc, les changements mineurs concernent les blessures ou assistances de joueurs. Quand un joueur reçoit des soins, il doit être remplacé. Ça, vous le saviez. Aujourd'hui, on parle également d'assistance. C'est-à-dire, c'est pas seulement de soins, de réparer une plaie, mais une assistance qui peut être aussi bien pour ajuster son équipement, ses chaussures, retrouver des lentilles sur le terrain, etc. Si cette assistance est apportée par un médecin, un coach ou n'importe quelle personne qui est sur le banc de sa propre équipe et que la personne pénètre sur le terrain ou retarde la remise en jeu, dans ce cas, le joueur doit être remplacé. Donc, assistance signifie remplacement. Une exception que je peux vous citer,
on peut avoir en bordure du terrain, c'est-à-dire que la personne ne rentre pas dans le terrain et qui soigne un joueur au niveau de la ligne de touche, pas qui soigne, qui s'occupe de lui au bord de la ligne de touche pendant un lancer franc sans retarder le jeu. Dans ce cas, on n'est pas obligé de procéder au remplacement. Les nouvelles tâches du chronométreur. Carole va faire une session spéciale sur le chronométreur et les OTM, mais vous verrez avec elle que désormais il lève les plaquettes de faute, qui s'assure de la mise en place des signaux d'équipe et qui demande les remplacements. Donc, vous aurez ces explications de façon plus détaillée tout à l'heure, ou demain plutôt. Les inscriptions des sanctions sur bagarre. Là, de la même façon, je vais vous transmettre ce PowerPoint, mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand il y a une bagarre et que le coach est impliqué, il ne peut avoir qu'une seule faute, soit une B2, soit une D2, quel que soit le nombre de personnes disqualifiées, lui inclus. Donc, si lui est disqualifié et que d'autres personnes sont disqualifiées, il n'aura qu'une seule faute. Alors, il y a tout un tableau de fautes. Je vais prendre cet exemple ici où le coach et son assistant coach sont disqualifiés. Il y aura donc une D2 pour l'assistant et une D2 pour le coach, mais il ne sera pas sanctionné pour l'entrée de l'assistant coach qui se fait également. Donc 4 lancers francs plus possession, mais une seule faute au coach. Dans ce cas-ci, nous avons une bagarre avec 3 joueurs qui rentrent sur le terrain, dont un qui a déjà 5 fautes. 1, 2, 3 D2. Donc 3 fautes pour les remplaçants qui ont participé dans ce cas ici activement à la bagarre. À l'autre colonne, c'est les gens qui n'ont pas participé activement. Une seule faute B2 au coach pour toutes ces personnes. Si lui-même était impliqué dans la bagarre, il y aurait une seule faute, mais une D2, et il y aurait 8 lancers francs dans tous les cas. Dans le dernier cas ici, c'est juste un petit rappel concernant les personnes qui sont disqualifiées, qui sont sur le banc de touche et qui ne sont pas sur la feuille de marque, les médecins, docteurs, les kinés, etc. S'ils rentrent sur le terrain et qui sont disqualifiés, il y aura donc une B2 pour chacun, cerclée, et une B2 pour le coach, une seule pour les 2 personnes. Cerclée pourquoi? Parce que ces fautes de personnes qui ne sont pas sur la feuille de marque ne sont pas prises en compte pour la disqualification du coach. C'est-à-dire que là, il a bien beau avoir 3 fautes B, il ne sera pas disqualifié parce que celle-ci ne compte pas. Alors, vous savez que sur l'e-mark, on ne peut pas les enregistrer, mais vous verrez que vous devez vous rappeler qu'on a donné la consigne pour ce type de faute de les enregistrer en B sur l'e-mark, hein, B, B2, mais d'écrire au verso de la feuille de marque que c'est le médecin ou une personne assise sur le banc d'équipe qui a été sanctionné d'une faute disqualifiante en participant à la bagarre activement ou pas activement. Une nouveauté également, c'est que quand on a une bagarre et que toutes les fautes s'annulent parce qu'il y a eu autant de sanctions de chaque côté, dans ce cas-là, c'est situation d'entre-deux et donc on procède non pas à une remise en jeu en zone avant avec 14 secondes au point de remise en jeu, mais à l'endroit où était le ballon au moment où la bagarre s'est déclenchée, en remettant le ballon à l'équipe en question avec le temps qu'elle avait au chronomètre des tirs précédemment. Un petit rappel, mais ça je viens de vous l'expliquer avant, ça concerne le nombre de fautes techniques du coach. Un petit rappel alors. Oui, oui, un petit rappel. Donc, je vous expliquais que les fautes cerclées n'étaient pas prises en compte pour la disqualification du coach. Vous étudierez par vous-même les tableaux qui vous sont remis. Il nous reste 2 points à voir, ou 3 points, pardon. La faute technique de l'attaquant. Quand une équipe commet une faute technique alors qu'elle attaque, et il n'y a aucune raison, dans ce cas, on ne remet jamais le chronomètre des tirs à 24 ou 14. En conséquence, s'il reste 11 secondes, que ce soit en zone arrière ou en zone avant, on laissera 11 secondes sur la remise en jeu quand on redonnera le ballon à l'équipe attaquante après que le lancer franc a été tiré par l'adversaire. Rappel pour l'équipe en défense, elle, on va lui redonner du temps si nécessaire. S'il y a 11 secondes au chronomètre des tirs,
Si la remise en jeu a lieu en zone arrière, ça sera 24. Si elle a lieu en zone avant, ça sera 14. Mais si on avait 17 au chrono des tirs, on maintient 17 en zone avant. Un éclairage sur les temps morts et remplacements, autorisés ou non pendant des lancers francs. Le rappel, c'est que dans une série de lancers francs, on ne peut pas faire de remplacement, quand bien même il y a une faute technique. Donc, bien sûr, il y a toujours des exceptions à la règle et on va les voir ici en analysant la situation. Faute sur tir, 2 lancers francs. On peut, avant les lancers francs, avoir un temps mort et des remplacements. Le premier lancer franc de la faute sur tir est commencé. Pas de temps mort, pas de remplacement après ce lancer franc. Si une faute technique est sifflée pendant les lancers francs, pas de temps mort, pas de remplacement pendant le lancer franc et avant le lancer franc de la faute technique. Sauf, et c'est là l'exception dont je vous parlais précédemment, pour faire entrer le tireur de lancer franc de la faute technique, puisque l'équipe adverse a le droit de faire rentrer un joueur pour tirer ce lancer franc. Pour autant, ce joueur devra rester sur le terrain, puisque pendant une série de lancers francs, on ne peut pas avoir de remplacement. Et le deuxième cas, c'est le cas où la faute technique est une 5e faute de joueur, auquel cas, bien entendu, on doit remplacer le joueur avant le lancer franc suivant. Nous reprenons donc le deuxième lancer franc de la faute technique. Pas de temps mort ni de remplacement avant ce lancer franc. Et après ce deuxième lancer franc, après le deuxième lancer franc de la faute sur tir, pas de temps mort ni de remplacement, sauf si le panier a été réussi. Et dans ce cas-là, ça sera immédiatement, et sinon, après, au premier ballon mort, après la remise en jeu. Notre dernière slide concerne le réglage du chronomètre des tirs sur les remises en jeu en zone avant. Il faut, quand on a une zone avant, une remise en jeu en zone avant, et qu'il y a un changement de possession, il faut remettre à 14 secondes et jamais à 24 le chronomètre des tirs. Je vais vous citer 3 exemples. Le premier, c'est la faute offensive commise par l'équipe qui monte la balle en zone arrière. Remise en jeu en zone avant, 14 secondes, changement de possession. La violation de 8 secondes en zone arrière, dans ce cas-là, remise en jeu en zone avant par l'adversaire avec 14 secondes et changement de possession. Et le dernier cas, le ballon sorti en zone arrière par l'équipe qui monte le ballon, remise en jeu pour l'adversaire avec changement de possession, donc 14 secondes sur la remise en jeu. Voilà. Si vous avez des questions,